Mesdames et messieurs de la presse, bienvenue dans ce beau cadre de l'hôtel Cana, où le collectif de la défense de l'honorable Diomi Ndongala voudrait présenter à l'opinion tant nationale qu'internationale l'état du dossier Diomi devant la Cour suprême de justice de la RDC, siégeant comme cour de cassation, conformément aux lois de février et d'avril 2013. Il est certes vrai, l'opinion le sait, que notre client, l'honorable Diomi, est en détention irrégulière à la prison centrale de Makala. Pourquoi disons-nous irrégulier? Parce que poursuivi pour viol sur mineur, ou tentative de viol sur mineur, devant la Cour de cassation, parce que l'honorable député national, la même Cour de cassation avait décidé, conformément à l'article 76, dernier alinéa de la loi organique de 2013 sur la Cour de cassation, la loi organique relative à la Cour de cassation, que sa détention préventive était remplacée par son assignation à résidence sur lui. Cette décision, jusqu'à ce jour, demeure inexécutée par la volonté d'un seul homme, le procureur général de la République. Ce qui veut dire que la détention préventive qui loge notre client au CPRK n'est pas conforme aux lois de la République. Pourquoi disons-nous que cette détention n'est pas conforme aux lois de la République? C'est que quand vous lisez les articles 12 et 17 de la Constitution, aucune discrimination ne peut frapper un Congolais. Et 17 insiste sur la détention. Parce que tout le monde, par rapport à l'article 12 de la Constitution, mérite de la même protection par la loi, une égale protection. Et l'article 17 dit qu'on ne peut être détenu, poursuivi, arrêté, jugé que conformément à la loi. Or, la loi, nous vous l'avons dit, l'article 76 de la procédure devant la Cour de cassation, notamment en ce qui concerne les honorables députés, dit que ces genres de personnalités ou de personnages poursuivis ne peuvent, leur détention préventive est remplacée, on ne dit même pas peut être, on dit est remplacée par l'assignation à résidence surveillée. Même ceux qui commencent la première année en droit savent ce que c'est. Mais lorsque cette notion de résidence surveillée peut poser problème au niveau de la haute magistrature, c'est que le Congo est vraiment en difficulté. Le Congo est sévèrement malade. Alors, est-ce que, parce que le Congo est sévèrement malade, la justice étant le dernier rempart, peut-on considérer que l'honorable Diomi n'a plus de rempart? Voilà pourquoi nous disons que cette détention-là est tirée. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque la Cour voudrait examiner le dossier, comme vous le savez, la Cour de cassation juge le député national conformément à l'article 93 de la loi du 11 avril 2013, qui est le nouveau code d'organisation et compétences judiciaires, dont l'article 156 a abrogé l'ancien code
d'organisation de compétences judiciaires dont l'article 54 démontrait, organiser comment on peut comparaître devant la Cour suprême de justice. Et la loi du 19 février 2013, organique de la Cour de cassation, en son article 91, abroge l'ancien code de 1982 relatif à la procédure devant la Cour suprême. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, si la Cour suprême siège comme Cour de cassation, elle ne peut se conformer qu'à ces deux lois de 2013, qui sont en quelque sorte le droit positif, qui ne sont même pas en quelque sorte, qui constituent des éléments du droit positif congolais. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a déni d'abord, déni de justice à l'endroit de l'honorable Dieudonné Longala, parce que, selon l'article 58 de la loi organique de la Cour de cassation, quand est-ce qu'il y a déni de justice? Il y a déni de justice lorsque le magistrat refuse de procéder au devoir de sa charge ou néglige de juger les affaires en état d'être jugées. Et le lexique des termes juridiques chez Dalloz 9e édition définit de la même manière le déni de justice. La Cour de cassation, donc la Cour suprême, qui n'a plus comme compétence en tant que Cour suprême, c'est-à-dire la survivance de la loi de 82 comme procédure devant la Cour suprême, ne survit que pour les matières administratives. C'est pourquoi l'article 91 de la Cour de cassation dit les titres 2 et 4 de la loi de 82 sont abrogés et seul reste le titre 3. Et le titre 3, c'est le titre régissant les matières administratives. Comme on attend la mise en place ou la loi organique du Conseil d'État, quand vous voulez parler de la Cour suprême de justice, si vous parlez de la Cour suprême de justice, vous parlez donc du Conseil d'État à venir. Et la Cour en matière administrative siège conformément au titre 3 de la loi de 1982, abrogé dans ses titres 2 et 4. Dans ces conditions, nous trouvons aussi qu'il y a violation des droits de la défense. Pourquoi violation des droits de la défense? Lorsque vous lisez l'article 1er de la Constitution dans son premier alinéa, la République démocratique du Congo est un État de droit. L'État de droit, c'est l'État dans lequel la loi prime sur tout, pour faire simple. Mais la même Constitution dit aux juges, selon les articles 150 alinéa 2 et 153 alinéa 4, que les juges sont soumis dans leur mission de dire le droit qu'à l'autorité de la loi. Mais il y a une loi de procédure pénale. Le code de procédure pénale existe et l'article 74 prescrit le déroulement de l'instruction à l'audience. Cette disposition a son importance ou sa portée qui consiste au respect du principe du contradictoire. Dans cette affaire, malheureusement, vous le verrez, et nous sommes en train d'y arriver, au lieu que l'audience soit publique conformément à l'article 20 de la Constitution, pour cette affaire seulement, la Cour décrète le huis clos. Mais en décrétant le huis clos, est-ce pour favoriser l'arbitraire ou bien pour se soumettre à la loi? Parce que lorsque nous démontrons à la Cour de cassation, sous la forme abrogée de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême de justice, les juges ne répondent, la Cour a souverainement décidé. Nous nous demandons, nous, de la défense, parce que nous sommes des avocats
constitutionnel statue dans sa souveraine conviction. Est-ce que la souveraineté du juge veut dire que même quand il viole la loi, il demeure souverain, alors qu'il est soumis à la loi selon la Constitution? Voilà pourquoi nous disons que les garanties des droits de la défense, pour un procès équitable conformément à l'article 14 du Pacte international aux droits civils et politiques, toutes ces garanties des droits de la défense sont bafouées. Pourquoi? Entre autres exemples, c'est que ce procès se déroule la nuit, à huis clos et la nuit, par 2 fois. Même le 3, à l'audience du 3 mars, lorsque nous démontrions devant la Cour que la composition était irrégulière, la Cour ne nous a plus non plus suivis. Pourquoi? Parce que pour elle, elle siège conformément à la loi abrogée de 82. Alors nous demandons si le législateur congolais, et surtout que la loi que notre client invoque à travers notre voix, c'est la loi qui a été promulguée, ou les lois qui ont été promulguées par le président de la République, qui représente la nation congolaise. Et cette justice doit être rendue au nom du peuple congolais. Mais lorsque les juges de la Cour de cassation, sous la forme abrogée de la Cour, supprimée de la Cour suprême de justice, nous disent qu'ils siègent dans un cas conformément à la procédure de 82, dans d'autres circonstances conformément aux lois de 2013, mes chers amis, comprenez que le peuple congolais a encore des années pour attendre l'avènement d'une justice équitable. Et c'est sur ces inquiétudes que nous vous disons merci et nous sommes ouverts au débat contradictoire parce que vous êtes des journalistes. Nous savons que vous avez des questions et mes confrères, moi-même, nous sommes prêts à rencontrer vos préoccupations étant donné que votre temps aussi est précieux comme nous sommes un samedi. Encore une fois, merci, mesdames et messieurs de la presse. Maître, vous avez évoqué beaucoup d'irrégularités sur le plan de la procédure en cette matière-là. Mais j'ai l'impression que l'arrestation de la détention préventive de M. Dieumy, c'est plutôt un problème politique. Or, vous êtes plus attardé côté juridique et judiciaire. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'emprunter en même temps que la voie juridique et judiciaire, la voie politique également, de manière à trouver peut-être des réponses satisfaisantes? Je le dis parce que lors des concertations qui se sont tenues en 2013, au mois de septembre, on a évoqué ce problème et M. Dieumy a été nommément cité parmi les gens devant bénéficier de la mesure de l'amnistie. Où en est-il? Encore une autre question. Le moment, c'est les réquisitoires du ministère public. Le ministère public a requis 24 ans, si je ne m'abuse pas, 24 ans de prison ferme à contre de M. Dieumy. Quel est votre avis concernant ces réquisitoires? Et que comptez-vous faire effectivement pour, je dirais, contrecarrer ces réquisitoires? Oui. C'est Walter, Radio déjà abordé le premier élément de ma question. En
vous écoutant, c'est la forme qui vous a plus occupé. Vous parlez de la forme, le contenu de la matière qui devait être débattue ou qui devait être traitée lors des audiences, vous ne les avez pas soulevées. Pour quelles raisons exactement? La tempête des tropiques dit que les difficultés, les irrégularités dénoncées ici, c'est sur le plan de procédure judiciaire, puis de l'aspect politique. Vous savez, nous, en tant qu'avocats, la déontologie nous recommande de parler du dossier tel qu'il est judiciairement constitué. Vous avez évoqué les concertations nationales au cours desquelles le nom de notre client a été cité comme éventuel bénéficiaire de la loi de l'amnistie. Nous disons, pour nous, si au niveau de la justice, les irrégularités sont élaguées, c'est-à-dire que la procédure est propre, notamment où on respecte l'article 76 de la loi organique de la procédure, disons, de l'organisation judiciaire, de l'organisation de la compétence judiciaire, des juridictions de l'ordre judiciaire. Non, d'abord, l'article 76 de la loi organique de la cassation, c'est-à-dire, comme on avait décrété l'assignation à résidence surveillée, et que cette décision soit d'abord exécutée. Là où on n'est pas dans des difficultés, par exemple, quand notre client est malade, comment l'amener à l'hôpital, même madame, son épouse, se chargerait du transport ou du transfèrement à l'hôpital. C'est beaucoup plus simple. Mais quand il est à la prison, il y a plusieurs formalités. Le gardien de la prison doit apposer ses signatures. Le médecin affecté au CPRK doit aussi apposer sa signature. Même un médecin extérieur doit d'abord venir pour constater l'état avant de le transférer. Tout ça, c'est des procédures longues qui entament la crédibilité de la détention. Mais le volet politique aussi est important parce que Diomi Ndongala, c'est un opérateur politique de grande notoriété nationale et même internationale. Parce que même l'Union interparlementaire, vous le savez, parle de son cas et réclame sa libération, réclame qu'une saine justice soit appliquée, soit dite ou rendue dans ce dossier. Voilà pourquoi nous disons, lorsque le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, s'affiche, disons, affiche une attitude à même de mettre en confiance notre client, il n'y aurait pas de souci pour l'amnistie. Mais lorsque le client remarque que même le dernier rempart qu'on appelle la justice va d'irrégularité en irrégularité, vous pouvez vous imaginer la haute cour de notre pays, c'est-à-dire des hauts magistrats, le sommet de la magistrature, qui ne respectent pas les lois de la République promulguées par le président de la République. Mais nous allons vers quels horizons? Alors, si les politiques aujourd'hui décident de la libération par voie de l'amnistie de notre client, c'est bien parce qu'il va recouvrer la liberté, mais quel est le visage qu'aura la justice? Parce que tout est démontré que notre client ne mérite pas d'être détenu là où il est. Si on observe la loi ou on applique la loi. C'est pour cela que, pour nous d'abord, en tant qu'avocats, le serment que nous avons prêté, c'est de respecter la loi, de faire tout, même dans nos plaidoiries, d'avoir comme boussole les lois de la République.
C'est ainsi que nous nous accrochons aux règles de procédure. Et comme nous vous l'avons démontré, toutes ces règles sont bafouées depuis l'instruction préjuridictionnelle jusqu'à l'instruction juridictionnelle. Voilà toutes les inquiétudes, nos inquiétudes par rapport à l'évolution judiciaire de ce dossier. Mais quant au volet politique, nous pensons que les politiques peuvent aussi, dans le souci de leur cohésion nationale, vu le capital confiance que le peuple a dans le chef de notre client, je crois que le volet politique par rapport à l'amnistie, on peut aussi appuyer les résolutions ou les recommandations des concertations nationales au terme desquelles notre client était pressenti bénéficiaire de l'amnistie. Quant à la RTVS1, le réquisitoire, oui, vous parlez de 24 ans, mais nous sommes déplacés au greffe hier, lorsque nous avons appris que la décision était, le réquisitoire réclamé 28 ans, nous sommes présentés au greffe, et au greffe on apprendra qu'il avait requis 14 ans. Bon, au moment du réquisitoire, notez que l'honorable Diomi n'était plus à la barre. Notez aussi que nous, ces avocats, nous n'étions plus dans la salle. Le réquisitoire a été donc déclamé par le ministère public en l'absence de notre client, en l'absence de ses conseils, ce qui viole la garantie des droits de la défense, ce qui viole le droit à un procès équitable. Ceci voudrait dire que ce réquisitoire ne peut pas, si la Cour est encore véritablement pour, la Cour ne pourra pas avoir égard à pareil réquisitoire fait dans ces conditions-là. Mais devant cette ambiguïté, nous, en tant qu'avocats, nous avons, au nom de notre client, déposé une requête en réouverture de débat dans le souci du contradictoire. Parce que, comment voulez-vous que des questions préjudicielles, notamment l'article 640 du Code de la famille, pourquoi nous avons invoqué cette disposition devant la Cour au nom de notre client? C'est parce que les fameuses victimes, pour votre information, toutes les deux sont en 6e des humanités. L'école, point d'interrogation, parce qu'elles n'ont pas voulu dire dans quelle école elles se trouvent. Nous disons quelle est l'école qu'elles fréquentent. Mais que ces filles qui sont en 6e des humanités, qui disent qu'elles habitent sous le même toit que leur père, les deux ne donnent pas la même adresse que celle donnée par leur père. L'une donne une adresse à telle rue à Limité, une autre donne telle adresse mais toujours à Limité, et le papa aussi donne une adresse différente des deux autres adresses données par ses propres filles, comme le toit paternel. Et on donne le nom d'une certaine Mimi, tante maternelle d'une des filles, parce que les deux filles disent qu'elles sont demi-sœurs, comme l'avait affirmé aussi leur père, entre guillemets, nous précisons. Mais une demi-sœur dit que c'est sa tante maternelle, mais curieusement, la tante maternelle a le même nom que le père. Donc, le mari de la sœur de la tante
c'est-à-dire le beau-frère de la tante, a le même nom patronymique que sa belle-sœur. Alors, de là, mon client et nous-mêmes, ses conseils, nous avons estimé et invoqué l'article 640 sur une question relative à la filiation. Ça s'appelle une question préjudicielle. Je souhaiterais que Maître Nkwebe nous lise l'article 640 du Code de la famille pour que vous compreniez nos inquiétudes. L'article 640 du Code de la famille. Il faut lire ça lentement pour que les journalistes... Cette disposition, c'est l'article 640 du Code de la famille. C'est une disposition d'ordre public. En voici les libellés. Toute juridiction saisie par voie incidente d'une contestation relative à la filiation d'une personne devra surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile compétente ait tranché la question de la filiation par une décision passée en force des choses jugées. Toute juridiction, y compris la Cour suprême de justice. Voilà. Vous avez compris la portée de l'article 640 du Code de la famille. C'est-à-dire, où on constatait qu'il y avait une contradiction formidable entre le père et ses présumées deux filles mineures par rapport à l'adresse du temps paternel, par rapport au lien de parenté. Il y a même un oncle qui serait petit frère ou cousin de M. Kambala, entre guillemets père des deux filles. Le cousin a un prénom de Patrick, mais ses nièces ne connaissent pas son nom de famille. Nous trouverons une mamie, c'est la tante qui les avait amenés à l'hôpital, disons au restaurant Aladin. Elle s'appelle Mimi, mais le nom de famille, Kassoui, comme Kambala Kassoui, nom de famille. La fille d'Orcas s'appelle aussi Kambala Kassoui. Mais sa tante s'appelle Kassoui. Et la tante là est présumée être tante maternelle. Comment la tante maternelle peut avoir le même nom que le père, c'est-à-dire le mari de sa sœur, soi-disant son beau-frère? Et tout ça, c'est un mensonge. On ne peut pas, vous savez, vous êtes des journalistes, Pierre Payan, dans le négationnisme du génocide rwandais, a pleuré devant le tribunal correctionnel à Paris parce que le procès était assis sur un mensonge qui a envoûté tout le monde entier. Et Pierre Payan a pleuré. Il dit comment Kagame peut-il être si puissant comme un dieu pour que ce que Kagame déclare soit comme une vérité de l'évangile et le monde entier croit au génocide rwandais. Pierre Payan a pleuré parce que pour lui, comment le mensonge pouvait-il emporter la conviction universelle? Voilà, devant un procès aussi assis sur le mensonge, notre client a décidé d'opposer la question préjudicielle. Cet article 640 du Code de la famille est une question préjudicielle. Pourquoi une question préjudicielle? C'est parce que l'article lui-même impose à la Cour, lorsqu'une contestation de filiation est soulevée, de surseoir à statuer, de ne pas poursuivre, de ne plus poursuivre à examiner la cause, mais de suspendre. Pourquoi? Pour que le juge compétent civil de la matière de la filiation examine si réellement M. Kambala et les filles sont parents. Et le procès devant la Cour de cassation ne reviendrait que lorsque la décision de fond sur l'incident de contestation de la filiation aura déjà passé
en force de choses jugées. C'est-à-dire il n'y a plus de recours. C'est-à-dire on peut même arriver jusqu'à la cassation. C'est après la cassation en matière de l'incident de contestation de filiation qu'on pourrait revenir devant la Cour suprême de justice siégeant sur le fond des procédures, des infractions retenues à charge de l'honorable Dieu. Mais tout ça, la Cour suprême, disons la Cour de cassation, répond à la défense. C'est une question jointe ou au fond. Plaidez pour votre client, vous perdez du temps, vous n'avez même pas pitié de lui pendant qu'il moisit en prison, tout ça, vous ne voulez pas que ce procès se termine. Et nous, on a compris que l'arrêt aurait été déjà en poche et que nous ne pouvions pas cautionner une justice expéditive, surtout pour casser la carrière de notre client. Voilà pourquoi, sur ce chapitre, nous reprécisons que, au greffe, on nous a appris que le réquisitoire portait sur 14 ans, pas 28 ans comme nous l'avons appris sur les ondes, mais le dossier jusqu'à ce jour se trouve au greffe. Les juges ne l'ont même pas, jusque-là, ils l'ont laissé au greffe. Je ne sais pas si c'est pour répondre favorablement à notre requête de mise en liberté provisoire ou simplement pour manifester leur embarras dans cette affaire. Il y a la troisième question de Walter de Top Congo. Oui, vous demandez le contenu du dossier. Chez nous, les avocats, ou non, chez les juristes en général, en matière de procès, la forme précède le fond. Si la forme n'est pas, si la procédure est bâclée, que pouvez-vous attendre du fond? Comment voulez-vous qu'un juge incompétent, parce que la question préjudicielle de la contestation de la filiation, c'est une question qui doit être jugée au tribunal de paix. Mais lorsque un juge incompétent dit qu'il joint cette question, c'est-à-dire le juge lui-même s'attribue la compétence. Or, les compétences sont d'attribution. Il faut que la loi vous dise vous êtes compétent. La loi vous dit, l'article 640, vous dit vous êtes déjà saisi du fond, certes, vous êtes juge pénal, mais il y a une contestation de filiation qui se pose. La loi résout le problème. La loi vous dit, vous cessez d'abord d'examiner, vous renvoyez la cause devant le juge de paix qui est civilement compétent pour vider la question de la contestation de filiation. Mais moi, en tant que juge de cassation, je dis non. Ma souveraineté au-dessus de la loi vous impose, vous la défense, de ne subir que ce que moi je dis. Mais c'est de l'arbitraire pur et simple. Est-ce que la Constitution de la République permet à quiconque d'obéir à un ordre manifestement illégal, surtout lorsque cet ordre viole la loi, les droits fondamentaux? La réponse est donnée à l'article 28 de la Constitution. Nul n'est tenu, nul n'est tenu d'obéir à un ordre manifestement illégal, surtout lorsque cet ordre viole manifestement les droits de la défense, les droits de l'homme, les libertés publiques. À ce stade, je puis être complété par mes confrères. Bon, je voudrais revenir sur la violation flagrante des droits garantis aux particuliers. Ici, les particuliers, c'est l'honorable Diomi Dongala. D'abord, vous devez savoir que l'article 640 impose une obligation légale à tout juge de la compétence duquel ne relèverait pas la question préjudicielle. La Cour suprême en fait partie.
C'est-à-dire, la question préjudicielle, c'est une question dont la solution relève d'une autre juridiction. Et en cette matière, c'est le tribunal de paix. Pour votre gouvernement, outre ce que M. Bondo a dit au sujet des contradictions flagrantes entre victimes, leurs papas et tout ce que nous venons, le M. Bondo a dit, il y a eu des actes de naissance, pas des actes, mais des attestations de naissance, produites dans les dossiers par le prétendu père. Et ces attestations ont été délivrées par le bourgmestre de Kalam, c'est-à-dire une circonscription où ne relève pas le prétendu papa et ses enfants. À la question de savoir si cette famille a habité Kalam, les enfants, les prétendues victimes, ont nié catégoriquement qu'elles n'ont jamais habité Kalam. Alors, d'où viendrait alors que le bourgmestre de Kalam puisse être compétent pour délivrer pareil document? Or, ces documents-là, cette attestation, qui est contredite déjà par le fait que les déclarations et du prétendu père et des victimes, n'est-ce pas, leurs déclarations qu'elles n'habiteraient pas là-bas, démontrent déjà que il y a une contestation, il y a un doute sur la qualité de ces enfants comme appartenant à ces messieurs. L'infraction porte sur viol sur mineur. Alors, est-ce que ce sont ces attestations frauduleusement délivrées qui attesteraient le lien de parenté entre les filiations, entre ces victimes-là et leur prétendu père? C'est ça qui fait que, au fait, la minorité fait partie également d'éléments constitutifs de l'infraction, n'est-ce pas, dont est poursuivi l'honorable. Par conséquent, il était de bonne loi et donc de droit fondamental que l'honorable Diomi Ndongala puisse contester pareille filiation. Et il était du devoir de la Cour suprême de justice, après avoir retenu, n'est-ce pas, la pertinence de cette question préjudicielle, carrément d'appliquer la loi qui l'oblige à surseoir, au lieu de joindre cette question d'une manière un peu alambiquée au fond. Parce qu'en fait, la Cour suprême n'a pas dit réellement que la question était jointe au fond, mais d'une manière un peu voilée, alambiquée, non, il a dit, bon, nous allons traiter ça ensemble au fond. Vous voyez un peu ces cafouillages-là, ces galvaudages. C'est ça qui fait qu'il y a eu déni de quoi? De justice. C'est-à-dire un juge qui s'est soustrait, n'est-ce pas, à quoi? À son devoir de dire le droit. Et à cause de cela, il peut être pris à partie et sanctionné. Ça, c'est, en fait, la première intervention. La deuxième intervention. Vous avez dit que le ministère public a requis. Mais nous vous disons que le ministère public n'a pas requis de façon contradictoire. N'est-ce pas? Parce que c'est elle la partie poursuivante. Donc il lui fallut également que l'on entendit du côté de la défense ce qu'on dit, le reproche qu'il y ait une réplique par rapport à quoi? À ces réquisitoires. Or, ces réquisitoires a été demandé au ministère public d'une manière que je peux dire dans un cafouillage tel que la Cour donnait l'impression qu'elle avait hâte à pouvoir prendre une décision illico contre le prévenu. Pourquoi nous disons cela? Parce que le principe du contradictoire, n'est-ce pas, voudrait que toutes les personnes qui ont été citées, qui ont fait l'objet des enquêtes préjuridictionnelles,
puisse également être entendue lors de l'instruction. Or, il se fait que lorsque ces filles, la victime, ont déposé, et leur papa, la Cour suprême a demandé carrément à l'honorable si elle contestait en bloc ou pas ces déclarations. Et lorsque l'honorable a dit qu'elle contestait et qu'il contestait, et c'est à ce moment-là qu'on donne la parole à qui? Au ministère public pour requérir. Est-ce que c'est sérieux? C'est une violation flagrante des droits de la défense. Pourquoi? Parce que l'honorable, avant d'être entendu, parce que ça c'est la dernière question qu'on pose généralement à un prévenu. On ne peut pas poser pareille question au prévenu comme pour dire que bon, ce qu'il a dit là, ça va. Qu'est-ce que l'honorable a dit? L'honorable n'a rien dit. On perquisitionné chez lui. Ont-ils été entendus? La fameuse Mini, la fameuse tante, paternelle ou maternelle, a-t-elle été entendue? Le fameux Alex, qu'on prétend avoir amené, disons, qui a amené les victimes chez l'honorable, a-t-il été entendu? Nous vous disons que les droits de la défense doivent être respectés conformément à l'article 74 qui prévoit la procédure qui, disons, sur le déroulement de l'instruction à l'audience. Vous ne pouvez pas enjamber, vous ne pouvez pas galvauder, vous devez respecter cette procédure. Et comme l'honorable lui aussi a de témoins, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé, et il faut lui donner l'occasion de pouvoir se défendre. Et l'honorable voudrait, n'est-ce pas, que le procès puisse respecter toutes ces garanties-là. Parce qu'il le sait qu'il est innocent et il voudrait que l'audience soit publique. Le huis clos est une aubaine pour la Cour suprême de justice de pouvoir galvauder la procédure. Afin que toutes les irrégularités qu'elle aura commises s'effacent loin des yeux du public, alors que la loi impose, n'est-ce pas, le caractère public de l'audience du procès. C'est ce que l'honorable Dioumi Ndongala voudrait. C'est ainsi qu'il a introduit sa requête demandant la réouverture des débats et voudrait que le monde entier sache, n'est-ce pas, qu'il est jugé normalement. Et s'il a commis quelques fautes, qu'il soit condamné. Et s'il n'a pas commis de fautes, qu'il soit acquitté, qu'il soit lavé. Parce qu'il a besoin de voir, n'est-ce pas, que ces procès se déroulent en toute comment transparence. C'est une garantie, n'est-ce pas, des droits de la défense et d'un procès équitable et d'une bonne administration des pouvoirs de la justice. Voilà en peu de mots ce que j'ai à ajouter sur ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'y a plus de procès nocturnes où l'on amène les prévenus à 10h, 14h et on attend 18h pour l'audience et on les soumet à des tortures morales en même temps que ses propres avocats. Voilà ce que je voulais vous dire parce que en plus de ça, on a remarqué que ces audiences nocturnes-là se font de manière à ce que les victimes soient toujours soufflées par leurs avocats et malheureusement, le fait de les souffler les enfonce davantage. C'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons que, au fait, la solennité, n'est-ce pas, qui revient à la haute cour, qui est la Cour suprême de justice, puisse réélire domicile. Parce que nous sommes de ceux qui avons toujours plaidé devant cette cour dans plusieurs procès. Et nous sommes suffisamment aguerris. Et nous voulons effectivement que cette audience se fasse comme la loi le prévoit et la Constitution, c'est-à-dire un procès public. La nouvelle série. Oui, Horizon français. Oui, Philippe Mangala, Horizon français. Dans la présentation du dossier des Mangala, vous avez soulevé plusieurs points d'irrégularité, notamment délit de justice, violation des droits de défense, et puis tant d'autres. Est-ce qu'étant chevronné en matière, il n'y a pas un mécanisme des droits pour renverser?
Comment ça va? Le coordonnateur. Ça va? Honorable, vous avez participé à la conférence de presse ici des avocats, le conseil de Diomi. Et dans tout ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce qui vous a marqué? Ce que j'ai retenu, c'est que Diomi est détenu illégalement. Diomi est détenu parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Kabila et qui demande, qui a instrumentalisé cette affaire. Donc il n'y a aucune raison valable pour que Diomi soit retenu en prison. Aucune raison. Les avocats ont démontré par A plus B qu'il n'y a absolument rien dans cette affaire. Le dossier est totalement vide. Le dossier est vide. Ces filles-là, les noms qui changent à tout bout de champ, des noms qui... Alors, ces filles-là, elles sont sœurs, sont cousines, sont demi-sœurs. Quelles sont ces filles? Où est-ce que vous avez vu dans un pays qu'il y a un procès? On dit que les filles ont été violées. Il n'y a pas un certificat médical pour attester s'il y avait viol ou pas. C'est la première. Comme le Congo, c'est un pays où on invente des choses, on a toujours des choses de ce type. Donc les avocats ont démontré clairement que le dossier est vide et que Diomi doit être libéré. C'est pour cela qu'il continue à demander la mise en liberté. Merci. Toujours soutenu Diomi dans vos déclarations politiques. Les ministères publics viennent de requérir 14 ans de prison ferme. Que comptez-vous encore faire? D'abord, nous tenons à soulever 3 éléments importants. Premier élément, à moins d'avoir les yeux fermés, sans tâcher de les ouvrir, pour ne pas comprendre qu'il s'agit d'un procès politique. Ça, c'est le premier élément le plus important. Avoir tout ce qu'il y a comme contradiction. La manière qu'on est en train de porter l'affaire, tout est politisé dans les dossiers Eugène Diomi Ndongala. Deuxième élément. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous voulons que ce procès soit un procès public. Pourquoi? Parce que Eugène Diomi, c'est le président national d'un parti politique. Et il y a eu beaucoup de racontages sur cette affaire. Il y va d'abord de son honneur, il y va de sa crédibilité, et il est important que le procès soit public. Le gouvernement, vous savez, tout ce que les porte-parole du gouvernement racontaient, je pense que pour qu'on puisse dire que notre justice est crédible, le peuple congolais a besoin d'un procès public. Troisième élément, aujourd'hui concernant ces dossiers, nous qui avons participé aux concertations, il y a une résolution de concertation avec les noms de Diomi dedans, mais nous ne pouvons pas comprendre. Si aujourd'hui nous voulons respecter nos résolutions, le président de la République a dit qu'il faisait les recommandations de concertation, voilà les moments, et nous pensons que le président Diomi, comme nous l'avons dit, doit aujourd'hui bénéficier de ces droits-là. Voilà ce que nous voulons dire à cette étape, et nous pensons que nous encourageons les avocats et nous continuons à les soutenir pour ce combat-là. Merci. Merci.